Une histoire des chemins, et oui, une histoire de plus. Mais une histoire que vous n'avez sans doute jamais entendu raconter, parce que nos pas effacent les pas des autres et parce que l'histoire, la grande, la grosse, mange toujours la petite, la vraie. Celle des hommes qui, sur des chemins de terre, de pierre, de bitume, de fer, d'eau et même d'air, nous ont fait ce que nous sommes. Alors, vous êtes prêts? On part? C'était la nuit, ou bien l'aube des temps. Et il y avait déjà des passages. À travers les montagnes, les glaciers. Du fond de la terre, les volcans. Dans les bois, le feu. Les eaux vives couraient vers la mer, les bêtes vers la source, la pâture ou la chasse. Ici, on dirait une route d'allée pour des géants, mais ce n'est qu'une coulée de lave refroidie sur la pente. Aucun animal ni aucun voyageur n'y passera jamais. L'eau et la lave se sont frayées des passages, mais elles ne font pas de chemin. Entraînée par son poids et par la pente, l'eau finit toujours par passer. Mais le lit du cours d'eau qui se fait et se défait sans cesse n'est pas vraiment une route, tout juste un chemin pour les poissons. Pour les autres êtres vivants, c'est une barrière. Ça, ce sont des empreintes de pas, tracées il y a des millions d'années par un troupeau de grands lézards au bord d'une lagune sans doute. Avec les premiers animaux, tout change. La vie est déjà là. Et les animaux, dans leur va-et-vient, tracent les premiers sentiers. Tandis que les saumons remontent de l'océan vers la source, tandis que les oiseaux migrateurs s'envolent, partout sur Terre s'organisent des itinéraires. Et puis l'homme et la femme enfin apparaissent. Un cerveau, 2 pieds, c'est l'homme, et c'est ainsi qu'il avance. Aux itinéraires de ceux qui l'ont précédé, il ajoute les siens qui mènent à l'eau potable, au terrain de chasse, au refuge, à la rencontre de ses semblables, au-delà des horizons connus. Avant de commencer ce voyage sur les routes de tous les temps, regardons nos pieds. C'est avec ça que nous marchons depuis l'aube des temps et que nous arpentons la terre.
Ça, c'est-à-dire une cheville, un cou, une plante, des doigts, le tout soutenu et charpenté par l'astragale, le calcanéum, le tarse, le métatarse et les phalanges. Très longtemps, l'homme n'aura rien d'autre que ses pieds pour tracer ses propres chemins, pas à pas, à 4 km/h. Plus que tout autre être vivant, l'homme sait où il veut aller. Son désir d'espace est aussi fort que son besoin d'infini, et rien en fin de compte ne l'arrête. Face à la montagne, à la falaise, il ruse, il cherche le col, et il passe. Stoppé dans sa progression par le fleuve, il le sonde jusqu'à trouver le gué pour le passer. Malgré ses dangers, la mer ne l'impressionne pas longtemps. Il y lance ses embarcations. Au-dessus des abîmes, il jette des passerelles. Sur la terre ferme, il suit de son pas de berger les bêtes qu'il a domestiquées. L'été, il monte avec elles vers l'herbe des hauteurs. Au premier froid, il redescend avec elles dans les vallées. Sur la Draille, qui monte aussi raide que les hommes et les bêtes peuvent le supporter, qui va droit au but par les crêtes. De point d'eau en point d'eau, d'étape en étape pour la nuit. De la montagne noire au Rhône, des centaines de drailles, souvent à peine aménagées, sillonnent tout l'espace depuis très longtemps. Ce sont elles qu'empruntent les caravanes de mulets presque jusqu'à nos jours. Comme les troupeaux, à 4 km/h, 8 heures par jour quand le temps le permet, pour porter le sel, le poisson séché, le blé, le vin et les nouvelles du monde. Déjà chasseur et berger, l'homme devient aussi vigneron, potier, forgeron et salinier. Autour de sa maison, il trace d'autres chemins. Des pierres qu'il a sorties du champ, il fait des murs de clôture. Son pas et celui des bêtes tracent de nouveaux chemins. Ces chemins de porte à porte, l'homme les met bout à bout pour aller plus loin, en découvrant le troc, le commerce. À travers les terroirs, entre les peuples, un réseau de communication se tisse que rien n'arrêtera plus. Un réseau vivant qui a ses périodes de santé et de maladie, qui meurt et renaît
en même temps que les activités des hommes auxquels il sert. Des routes qui ne ressemblent pas encore aux nôtres, mais qui ont la même fonction, les chemins de la préhistoire. À peine tracés, balisés, ils ont connu un immense trafic. C'est par eux qu'arrive l'industrie du fer et que s'imposent les civilisations. C'est ici, entre la mer et la montagne, que s'établit l'archipel de nos villes. C'est ici, depuis l'aube et la nuit des temps, qu'on arrive, descendant des hauteurs et débarquant de beaucoup plus loin, qu'on passe et qu'aussi on s'installe. On part toujours quelque part, et puis on s'arrête, on s'installe. Le voisinage, ça commence par la porte et par le champ du voisin, et puis par tout un jeu de petits chemins et de grandes routes. Ça finit toujours au bout du monde. Nous venons de quitter Rémoulins. Dans moins d'un quart d'heure, nous serons à Nîmes, puis au péage de Galargues, et quelques minutes plus tard à Montpellier. Dans moins d'une heure, ce sera Narbonne, ensuite Carcassonne, Toulouse ou Perpignan et l'Espagne. C'est la route des grands voyages. Et pourtant, le trajet moyen sur autoroute, d'après les tickets de péage, se situe entre 70 et 80 km. Les grandes voies qui traversent l'Europe ne sont que des chemins de desserte, de ville à ville, de porte à porte, où nous passons rarement plus d'une heure de temps. Pendant des millénaires, le temps seul a servi à mesurer les distances. On était à un quart d'heure de la ferme voisine et à 2 ou 3 heures de la ville. On savait qu'il fallait une semaine au moins aux caravanes de mulets pour transporter le sel des étangs jusqu'aux Cévennes. Et la vitesse restait la même, 1 lieue, 4 km à l'heure. Au pas, dans les chemins entretenus par les allées et venues incessantes. Ça, c'est le chemin du jardin. À peine un sentier pour laisser le passage. Il ne coûte rien à entretenir et il disparaîtra avec son jardinier. Et ça, c'est le chemin du moulin à vent. Il y a 10 siècles, on savait déjà comment utiliser le vent. Et on venait nombreux au moulin. Mais c'est surtout vers les cours d'eau que vont les chemins. La force des torrents et des rivières constitue une énergie plus régulière et plus pratique que celle du vent. Au XIIe siècle, la France compte 20 000 moulins à eau, un siècle après 40 000, et presque le double quand Christophe Colomb découvre l'Amérique. Toute l'industrie en vit, minotiers, forgerons, papetiers, drapiers. Si les chemins des moulins et des fabriques naissent et vivent de leur fréquentation, c'est le pas des mulets qui les crée et les entretient. Sur les anciennes drailles, il en faut plus d'une centaine pour transporter la charge d'un semi-remorque d'aujourd'hui. Et ce sont d'immenses cortèges de bêtes bâtées, chargées de sacs et d'outres, qui croisent les brebis. Celles des bergers endorants qui viennent passer l'hiver dans les temps de Capestan. Et celles l'été qui gagnent les Pyrénées et les Cévennes. La nuit, les transporteurs font halte près des parcs où l'on met à l'abri les troupeaux. Et là, il faut des auberges et des étables. Et avant de s'endormir, on y parle sans doute déjà de la route du sel ou de celle du vin.
Avec l'attelage et le char, on s'intéresse aux problèmes de construction et d'entretien de la chaussée. Pour transporter les cargaisons, il faut établir des lacets, adoucir les pentes, construire des ponts. Mais le fer des roues et des bêtes use la route et les ornières sont fatales aux essieux. On pense alors au modèle romain, une chaussée rigide, entièrement pavée, à l'abri des ravages de l'eau et au tracé adapté aux charrois. On envisage aussi sur le modèle carthaginois de tasser du sable et du gravier sur la piste déjà existante. C'est une construction moins coûteuse et plus étalée dans le temps. Mais qui va choisir entre chaussée rigide ou souple? Qui paiera? Qui dirigera les travaux? Celui qui a les moyens politiques et financiers de le faire, celui qui peut se rembourser sur les usagers des routes des frais engagés. Au Moyen Âge, c'est le seigneur féodal. Il entretient des garnisons, veille à la sécurité militaire des populations locales, mais leur impose des corvées de construction et oblige chaque utilisateur des routes, ponts et chemins de son territoire au péage. Le chef-lieu devient lieu de marché au centre d'une toile d'araignée de voie qui dessert le terroir. Mais ce pouvoir temporel s'effrite ou s'abaisse parfois devant celui de l'Église. De l'évêché aux paroisses rurales, des abbayes à leurs filiales, le clergé contrôle et oriente ses chemins. Il s'appuie sur les monastères, qui sont non seulement des centres d'exploitation agricole réputés, mais aussi des centres de commercialisation importants. Au moment des grands pèlerinages vers Rome et Compostelle, l'Église installe ses relais sur les voies les plus fréquentées de son temps. Couvents et prieurés offrent aux pèlerins les services d'hôtellerie, de banque et de réparation. Les bourgeois qui accèdent au pouvoir dans les communes sont d'abord des commerçants. Il leur faut des routes sûres, mais aussi des marchés, des foires. Leurs chemins vont à Montagnac, à Beaucaire et au-delà vers la Champagne, la Toscane et la Flandre. Les échanges s'intensifient et les chemins vicinaux se combinent pour faire de grands itinéraires. Mais voyager coûte cher. Partout, il faut payer. L'octroi, le port, le pont. Entre Montpellier et Sommières, ce sont les prêtres qui lèvent la taxe. Au pas de l'Escalette, un seigneur cupide. Parfois, ce sont les bandits de grand chemin. Même quand ils sont dispersés et faibles, les pouvoirs rançonnent les pauvres pour travailler sur les chaussées. Pour bâtir les ponts, qu'on dit souvent du diable, tellement on y a souffert.
Et comme nous, les chemins vivent et meurent faute d'avoir été soignés, ou parce qu'ils sont trop vieux. Et puis comme nous, ils sont aux ordres du pouvoir. Et plus le pouvoir est fort, plus il faut marcher droit. De César à Louis XIV ou à Napoléon, les pouvoirs forts tracent leur route en ligne droite. Ici, on va faire une rocade, un carrefour giratoire. Et un jour, des hommes et des machines seront là pour construire. Mais c'est ailleurs qu'on a dessiné, prévu ou évalué. Les hommes et les machines ne suffisent pas, il faut du savoir. Et l'argent, il en faut beaucoup. Et c'est ailleurs encore que d'autres hommes décident des travaux et de l'argent qu'on y mettra. César ne faisait pas de ponts. Il décidait seulement qu'on les fasse. À d'autres d'établir ce projet, de rassembler les matériaux, les engins et les hommes. Le pouvoir ne fait pas, il fait faire. Le pouvoir ici, il y a 2000 ans, c'était Rome. Et Rome était tellement forte qu'elle y est toujours présente. Entre le Gard et l'Hérault, au bord du Vidourle, Ambrussum. Un pont romain, une route pavée qui traverse toujours le vieil oppidum. Aujourd'hui, à moins d'1 kilomètre de l'autoroute et d'une aire de repos, Ambrussum était déjà, avant les Romains, un lieu d'étape et le siège d'une garnison, sur cette piste qui, dès les temps préhistoriques, joignait l'Italie à l'Espagne et à l'océan. Quand Rome pousse ici ses légions, le pays a déjà vu débarquer des visiteurs venus de la mer. Les Phéniciens ont fondé Agde, les Carthaginois et les Grecs ont établi leur comptoir pour troquer leur vin et leur terre cuite contre des minerais et des esclaves. Rome, venue elle par voie terrestre, a besoin de routes où ses chars puissent circuler, de voies le long desquelles s'installer pour moissonner les blés dont elle a besoin et y établir son surplus de population. Bref, il faut que ça roule. Plus de gués, des ponts. La falaise, on la trouera. La pente, on la réduira. La route, il la faut plate, large, sûre, sans boue ni poussière. Pour aller de Rome à ses préfectures et pour en revenir, la ligne droite. La voie romaine, c'est la technique des bâtisseurs d'amphithéâtres appliquée aux ponts et chaussées. Les esclaves et les indigènes fournissent la main-d'œuvre. L'équipement, des bornes pour savoir où l'on est, des pavés où le charroi l'exige. Quasiment l'autoroute. Des relais, des patrouilles de sécurité et bien entendu des péages. C'était il y a 2000 ans, on avançait au pas des bêtes avec des charges limitées. Les poids lourds de l'époque transportent 500 kg de marchandises et ne font que 30 km par jour.
L'équivalent de nos autobus reçoit 4 ou 5 personnes et fait du matin au soir un maximum de 60 km. La Poste, elle, arrive à couvrir 150 km par jour en fonctionnant 24 heures sur 24. Les messages du pouvoir et les hauts fonctionnaires s'y déplacent en sécurité. Cette voie porte le nom de celui qui a décidé de sa modernisation, Domitius Aenobarbus. On l'appelle la voie domitienne. Mais la voie domitienne ne suffit pas à Rome pour s'imposer partout. Il lui faut tout au long des villes relais, des préfectures, d'où elle dicte ses ordres et ses modes, d'où elle puisse se lancer vers d'autres conquêtes et d'autres marchés. Nîmes, où naquit l'empereur Antonin, est une de ces préfectures. Au cœur d'une étoile de chemin vers Vaison et les Vauconces, avec une bretelle vers Avignon et un pont de bois sur le Rhône, au niveau de Pont-Saint-Esprit, vers les Gabales et les Arvernes de Javols, et de Gergovie par Mende, Florac et Langogne. Vers la montagne des Elviens, la route qui passe à Uzès, et puis la route des Rutaines qui gagne Rodez par Ganges et la Gaufre 5, et celle de la vieille Toulouse, qui constitue par Saint-Pons et Castres la première route des Piémonts. Rome imprègne tout l'arc méditerranéen à partir de ses villes et surtout de ses voies. Quand l'Empire s'effondre, ses chaussées se dépavent, ses chemins périclitent et le réseau redevient vicinal. Il faudra attendre un pouvoir fort, très fort, pour qu'à nouveau la ligne droite tranche le paysage. Cette fois, le pouvoir est français. Sa capitale est à Paris et Louis XIV règne. On lui devra le canal du Midi. Le canal des Deux Mers est une idée de Paul Riquet. Unir la mer et l'océan par une avenue d'eau aussi droite que possible, où glissent les gabarres, plus lourdement chargés que les voitures. Le roi soutient Riquet, le canal est creusé. C'est la mieux équipée de toutes les routes à péage du Sud. À un bout Bordeaux et au-delà les Amériques, à l'autre, le jeune port de Sète et les routes de l'Orient. Le trafic qui s'installe va durer jusqu'au chemin de fer. Mais le roi a d'autres soucis. Il s'agit de bien tenir en main le territoire et les populations. Priorité aux ordres partis de Versailles, au rapport des fonctionnaires présents sur le terrain. La grande affaire, c'est la poste. L'information doit aller vite. Les porteurs de messages, les voyageurs, doivent trouver les relais nécessaires pour prendre du repos et changer de bête. Il y va de l'intérêt du roi, mais aussi de celui du commerce. L'autre avantage est stratégique. Après la révolte des Camisards, Louis XIV doit faire face à une insurrection connaissant bien ses sentiers de montagne. Pour acheminer les armées, les intendants vont trouer la Cévenne de part en part. Mais les chemins sont des lieux étranges. Ils ne servent jamais tout à fait à ce pourquoi on les avait prévus. Où les soldats sont passés, peuvent tout aussi bien passer les marchands, les rouliers et les voyageurs. Aux anciennes routes du sel, du poisson et du vin, s'ajoutent les chemins du drap, de la soie et du charbon. Cette histoire des chemins, c'est aussi l'histoire du muscle. La jambe de l'homme et puis la patte de l'animal, qu'on pique, qu'on éperonne, qu'on fouette pour qu'il aille plus vite. Le cheval, et puis le cheval vapeur.
l'intelligence et la technique qui vont plus vite que le muscle. Le train arrive et se déconnecte. Aujourd'hui, quand on voyage, il n'y a plus de jour, plus de nuit. Rien que des horaires. C'est tous les jours, à tout moment et en tout lieu qu'on arrive et qu'on part. Le trafic ne s'interrompt jamais. On pourrait même croire qu'il n'y a plus de saison. Et puis soudain, les routes sont bloquées, les moteurs calent, les trains s'arrêtent, les aéroports ne répondent plus. Il a suffi que le thermomètre descende à -15 pour qu'on se retrouve au temps où l'hiver empêchait les communications. Un temps d'avant le moteur et même d'avant la machine à vapeur. Il y a 2 siècles, on commençait à penser à des chemins tout lisses. Alors on inventa des rails en bois que l'on plaqua bientôt d'acier, comme les roues des charrettes qui y passaient dessus tirées par des chevaux. Il ne manquait plus que la locomotive. Denis Papin aurait pu l'inventer. À force de regarder l'eau bouillante soulever le couvercle des marmites, il avait mis au point la première machine à vapeur. En 1707, il en équipa un bateau à aubes et le premier des bateaux à vapeur remonta les eaux de la Fulda en Allemagne. Mais les bateliers craignent pour leur emploi et y mettent le feu. C'est en vain, car la navigation à vapeur est bientôt capable de remonter le Rhône, le Mississippi, et même d'affronter la haute mer. Il faudra 3 générations pour arriver à construire des machines capables de rouler sur la terre ferme. La charrette de Cugnot, qu'il appelle Fardier, date de 1770. Mais cette automobile à vapeur est presque un échec. Ce sont les Anglais qui, vers 1820, construisent les premières locomotives à vapeur. Le train sur voie ferrée est né. En 1833, il est en France, et en 1839, le Midi inaugure en fanfare ses 2 premières lignes. Paulin Talabot a réalisé la première. Il dirige les houillères des Cévennes et veut amener à bas prix son charbon jusqu'aux industries de la Plaine, au Rhône et à Marseille. On commence par le plus facile, Nîmes-Beaucaire. Au nord, à travers la montagne, il faut aménager, creuser, construire. Charles Didion en fait son affaire. Dès 1841, le charbon de la Grande Combe arrive par Beaucaire à Marseille et il y concurrence la houille, venue d'Angleterre par Gibraltar. La seconde ligne relie Montpellier à Sète sous l'impulsion des négociants et des armateurs. Les machines sont anglaises, les mécaniciens anglais, mais ce sont les Sétois et les Montpelliérains qui, 3 fois par jour, remplissent les wagons.
Avant d'assurer le transport des matières lourdes, le train est un divertissement, une promenade. 28 km en moins d'une heure. Ici 7, 2 minutes d'arrêt. Ne traversez pas les voies, veuillez emprunter le passage souterrain. Le voyage coûte 3 francs en voiture de luxe, 1,65 franc en omnibus. Ça va si bien que Montpellier se relie aussitôt à Nîmes et que la loi de 1842 prévoit de relier Marseille à Bordeaux. Par quel itinéraire? L'arrière-pays veut une voie ferrée de Toulouse à Sète par ses petites villes industrielles, Castres, Saint-Pons, Clermont-Lérault, pour sauver ses industries, ses mines et son agriculture. C'est la plaine qui l'emporte. La ligne passera par Castelnaudary, Carcassonne, Béziers. L'axe inévitable, celui de la Domitienne, du canal de Paul Riquet et de la route de poste. d'Agde à Sète, le chemin de fer choisit de passer au plus court sur le cordon littoral entre mer et lagune, et Pézenas est isolé. Depuis Béziers, une seconde ligne s'enfonce dans le Massif central en direction de Clermont-Ferrand, où elle rejoint la ligne Nîmes-Alès. Ce sont de véritables lignes industrielles qui emportent le vin, le sel, le charbon, les produits coloniaux et de nouveaux émigrants vers le nord, mais qui rapportent aussi des produits de Paris et bientôt les premiers touristes. Et puis voilà que chaque usine veut son train, chaque ville sa gare. En moins de 50 ans, une véritable toile d'araignée de rails se tisse autour de chaque préfecture, sous-préfecture ou simple bourg. C'est le triomphe de l'intérêt local. Autour des centres de triage s'implantent des usines, des entrepôts. De la gare au centre-ville s'ouvrent de nouvelles voies, de nouveaux quartiers. Quand arrive l'électricité, le train s'installe même dans la rue. C'est le train en pleine ville, le tramway. Et les autres voies pendant ce temps? Pour le canal de Paul Riquet, c'est presque la fin. La Compagnie du Midi ne l'achète que pour mieux le ruiner. Il ne lui restera bientôt plus que le charme. La route, elle, tient bon. Même, elle prospère. Plus personne ne supporte l'isolement des hameaux, des fermes. Avec ses voitures de poste, ses diligences, ses pataches, ses fardiers, la route qui fait du porte-à-porte symbolise et incarne le progrès. Et puis apparaît la voiture. C'est encore un jouet de riche, une sorte d'événement, mais qui va bientôt changer la route. Les chevaux d'attelage disparaissent, les diligences se transforment en autobus, les charrettes en camions, et partout, le goudron se met à recouvrir nos vieux chemins. À partir de 1950, chacun ou presque aura son auto. Il y en a aujourd'hui presque une pour 2 personnes. Avec l'automobile, comme avec le camion, on part quand on veut et on arrive quand on veut par où l'on veut. Du porte-à-porte à volonté pour les hommes,
comme pour les marchandises. La route prend sa revanche sur le train. Les chemins de fer d'intérêt local périclitent, les voies secondaires ferment. La route, au contraire, se réinvente, se redresse, s'aplanit et retrouve la ligne droite. Les chemins ont tout porté. Les hommes, leur nourriture, le pain, le blé, le vin, la soie, l'or, les épices, les philosophies, les religions, les civilisations, les maladies et les remèdes, tout. Et maintenant, voici le chemin de l'information. Il est 5 heures et les dernières éditions tombent des rotatives. Destination Perpignan, les Pyrénées-Orientales, Narbonne, Carcassonne et la Montagne Noire, Nîmes, Mende et Rodez. Ces nouvelles-là s'en vont par la route, d'autres arrivent par avion, avec des milliers de lettres. Il est 5 heures et les journalistes préparent le flash du matin. Toute la journée, l'information va circuler. Le journal de Radio France Héros, présenté par Jacques Monin. Bonjour. 9h, 5 minutes, 55 secondes, très exactement. Ce départ, c'est celui de Youri Gagarin. En 1957, ce décompte, nous pourrions bien l'entendre près de Béziers, non pas en russe, mais en français. Ce matin, en effet, Georges Frêche relance l'idée d'un cosmodrome dans la basse vallée de l'Aude, d'un Cap Kennedy en Languedoc-Roussillon avec 500 000 emplois à la clé. On veut savoir. Depuis toujours, on veut savoir ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui s'invente. Et les nouvelles vont sur les chemins. Pendant longtemps, il n'y a rien d'autre pour les porter que le pas de l'homme et pour les annoncer que sa voix. Ça, ce sont les premières radios locales. Ici, chacun se répète les informations apportées par ceux qui courent les chemins. Plus loin, il y a les villes où se tient le marché et celles où se tiennent les foires, où l'on arrive de bien plus loin. La foire de Beaucaire, connue par tout le sud, et au nord, les foires de Champagne. On y trouve la nouveauté de la mode, de l'outillage ou des chansons. On y apprend le cours du blé, du vin. On y apprend aussi la mort du roi, l'approche de la guerre. Le pouvoir parle haut sur les places, mais celui que les gens écoutent, c'est celui qui a vu ce dont il parle. Le saisonnier, l'ambulant, le représentant, le voyageur ou le pèlerin. Avant d'être dans les livres, la littérature c'est une histoire ou une légende que le jongleur récite et joue à ceux qui ne savent pas lire de ville en ville. Avant de s'enfermer dans des traités, le savoir et le savoir-faire sont apportés de lieu en lieu par ceux qui les détiennent. Du nord arrive l'art des métaux, la forge, les outils et les armes. De Grèce et d'Italie, la culture de la vigne et l'art de faire le bon vin. De l'Espagne arabe, l'alambic, le calcul et la médecine. Le chemin en lui-même est neutre. Là où passe une idée, l'idée contraire peut passer. Le long des routes où les Grecs et les Romains ont imposé leur Dieu, d'autres ont annoncé le Christ. Les drailles et les chemins du Midi ont permis aux colporteurs de diffuser la Bible et d'apprendre à leurs clients à lire et à écrire. C'est par le canal du Midi que le socialisme du XIXe siècle a gagné le Languedoc et qu'aujourd'hui les touristes y partent en croisière. Le pouvoir doit tenir les routes, surveiller les porteurs de nouvelles, s'assurer la maîtrise de l'information.
Il faut que les ordres galopent, que le pouvoir soit au courant des moindres troubles, qu'il intervienne rapidement. Mais même avec des chevaux frais, l'information ne peut aller qu'à 150 km par jour. Alors on se souvient de ces feux qui tour à tour s'allumaient pour annoncer un danger, l'ennemi et le débarquement des Sarrasins ou des Anglais. On construit une chaîne de tours sur des points élevés de la région et distants d'une dizaine de kilomètres. Sur chaque tour, on installe un grand mannequin qui gesticule selon un alphabet optique connu. De jour et par temps clair, chaque mannequin, animé par 2 hommes, imite la position de son proche voisin. L'information optique circule plus vite qu'à cheval. Le pouvoir installe la première ligne du télégraphe Chappe entre Lille et Paris en 1794. Bientôt, Perpignan est relié à Paris par Bordeaux d'un côté, Avignon et Lyon de l'autre. Ce qui court sur cette ligne est secret d'État. Tous les messages sont codés. Le pouvoir n'y dialogue qu'avec ses représentants en province. Et puis Samuel Morse invente son télégraphe et les mannequins de Chappe arrêtent de gesticuler. Cette fois-ci, c'est l'électricité qui fait le chemin. En arrêtant et en rétablissant le courant électrique, on peut véhiculer un nouvel alphabet, plus rapide et moins secret. Des milliers de kilomètres de fils sont tendus en ligne droite, longeant ou traversant les chemins. C'est déjà presque le téléphone. Désormais, l'information va circuler à 300 000 km par seconde. Qu'il s'agisse des ondes électriques, radioélectriques ou hertziennes, qu'elle aboutisse aux téléscripteurs, aux téléviseurs ou aux récepteurs de téléphone. Le câble et ses fibres optiques transportent en 1 seconde plus d'informations que ne pouvait en véhiculer en 30 ans le télégraphe de Chappe. Sans fil ni poteau, d'émetteurs à satellite, un réseau serré d'informations recouvre la Terre. Seuls restent ces nouveaux points de repère qui se dressent dans le paysage, comme pour rappeler aux hommes qu'il faut toujours des relais, même aux ondes hertziennes. Les images traversent nos murs depuis moins d'un quart de siècle et notre mémoire se dilate déjà. Sur ce vidéodisque, on pourra stocker bientôt les œuvres de plusieurs générations d'artistes ou d'écrivains. Le téléphone relié à la fibre optique, c'est déjà ça. Un écran pour voir son interlocuteur, un moniteur pour transmettre une vidéocassette à domicile, un récepteur pour les chaînes de télévision, les réseaux câblés et informatiques. À la croisée des chemins électroniques, l'instant est partout. L'interactivité, c'est une autre manière de choisir sa route. Et quand les écrans s'éteignent, il nous reste le monde tel qu'il est, avec ses routes, ses vieux chemins, son silence, peut-être le croassement d'un corbeau ou des voix qui résonnent dans le lointain.
300 000 km par seconde d'un côté et 4 km à l'heure de l'autre.